Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle critique de la saison 4 de Wakfu. Aujourd'hui épisode 7. Pas mal de petits trucs intéressants à noter dans cet épisode. Donc l'épisode commence sur Évangéline, qui en apprend un petit peu plus du coup sur cet homme qui se prétend être son père, dont je n'ai toujours pas bien retenu le nom, ça m'a l'air un nom compliqué. Mais donc voilà, donc en fait ce qu'il lui explique c'est qu'il fait partie d'une guilde d'assassins, la guilde des Murmures, et que ça fait des centaines d'années qu'ils œuvrent dans le cratère, dans le monde des 12, pour voilà, ils offrent leurs services aux plus offrants en tant qu'assassins. Et ils ont reçu beaucoup, ils ont aussi, ils ont une telle réputation qu'on leur a aussi demandé parfois de ne pas s'impliquer dans certains conflits, justement pour pas contrebalancer les forces en présence. Donc, on apprend que la mère de Évangéline et de Cléophée, du coup, est décédée en mettant Cléophée au monde et en faisant promettre à leur père de leur offrir une nouvelle vie, loin de la guilde, loin des assassins, pour qu'elle puisse du coup avoir une vie très différente. Cet homme du coup a décidé de les confier au roi Salida, qui a l'air quand même d'être le roi le plus, comment dire, le plus sage de tous les rois environnants, le plus sympathique. Donc euh, il a recueilli Évangéline et Cléophée, ce qui explique aussi pourquoi est-ce que euh, Amalia et Évangéline sont amies depuis aussi longtemps. Bon, si on en croit la saison 1, il aura quand même fallu d'être bien adolescente, quand même bien dans la fin de l'adolescence, pour commencer à se tutoyer et autres. On avait vu un petit peu pas mal de trucs en saison 1, en saison 2. Et donc du coup, bah, c'est quelque chose que visiblement le roi Sadina n'a jamais dit ni à Cléophée ni à Évangéline. Ce qui est un petit peu... c'est dur, quoi. Et sauf que bah, du coup, bah, Évangéline, elle entend tout ça, elle a dit «Ah bah oui, bah...» Alors il nous explique justement que il a le pouvoir d'entendre en se concentrant très fort euh, au moins des membres de sa famille. Ça demande peut-être à plus, on ne sait pas. Mais que du coup, il essaie d'expliquer à Évangéline que même s'il n'a pas été présent physiquement avec elle, il a toujours été là, quelque part, il les a toujours vus écouter grandir. Il nous explique en plus que, étant aveugle, c'est partie des sens qui ont été d'autant plus, euh, d'autant plus amplifiés chez lui. Sauf que bah, du coup, Évangéline, c'est quelque chose qu'elle accepte pas, quoi. Ça fait plus de 20 ans qu'elle a grandi sans parents. C'est pas en se pointant là d'un coup comme ça que ça va régler les choses. Donc cet homme nous explique également que s'il a décidé de revenir aujourd'hui, c'est parce que Évangéline et toute la troupe ont soudainement disparu, sans qu'ils comprennent pourquoi, sans qu'ils sachent ce qui se soit passé. Et du coup, bah, il s'est dit, ok, qu'est-ce qui se passe? J'ai cru ne jamais vous revoir. Et en fait, on comprend que bah, c'est quand ils sont allés dans la dimension de repos, et plus tard dans l'Inglorium, que la connexion s'est coupée. Et que du coup, bah, c'est bien ce qu'on supputait, c'est quand ils sont revenus sur le monde des 12, que qu'il a retrouvé la connexion et du coup il s'est dit je vais quand même aller les voir pour essayer de savoir ce qui s'est passé, pour essayer de renouer des liens. Ce qui visiblement Évangéline n'est pas du tout prête à faire. Puis en plus il en met quelques il met quelques petites remarques bien sympathiques à Pimpin sur le fait que c'est un danger, qu'il ne faut pas qu'il reste auprès d'Évangéline et de ses enfants. Donc ça c'est quelque chose qu'Évangéline elle n'accepte pas. Franchement, Évangéline, elle est fidèle à Pimpin, mais à un point, c'est très très beau à voir. Franchement, ils sont tout mignons tous les deux. Euh, donc, au final, c'était pas du tout Pain et son chouchou qui l'avait attiré. Rien à voir. Je me demande où est-ce que ça va aller, ça aussi, parce que on arrive à l'épisode 8 et Pain a un chouchou et voilà. Pour l'instant, ça ne mène nulle part. Du coup, cet homme s'en va en disant à Évangéline, en lui touchant le visage, en disant qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à sa mère. Voilà. Flopin lui dit qu'il il ne lui a laissé aucune chance et elle dit bah mais il y a des choses qui peuvent pas être réparées, c'est pas possible.
Et je suis totalement d'accord. Tu ne peux pas rattraper 20 ans, surtout en quelques semaines, en quelques mois, même en quelques années. C'est un autre lien qu'il faut créer et qu'il faut travailler pour maintenir. Et ça, chacun est juge de s'il accepte de faire les efforts ou pas. Suite à ça, du coup, Flopin décide de suivre son grand-père. Parce qu'en fait, Flopin est beaucoup plus mis en avant dans cette saison également, et c'est cool. Parce que c'est vrai que entre lui et Ellie, c'était clairement Ellie qui était la plus mise en avant. Et Flopin le résume très bien. Il dit, bah voilà, elle a du sang de dieu Yop dans les veines. Techniquement, Flopin, toi aussi, hein, ça reste ton père. Tu n'es peut-être pas un Yop, mais tu restes son fils. Donc voilà, il nous explique que Ellie est exceptionnelle, que même son petit frère est déjà exceptionnel alors qu'il a quelques semaines, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, bah, que Ellie, il l'adore, mais elle prend énormément de place. Il faut bien faut être honnête, hein. Ellie prend beaucoup de place, est un personnage très, très vocal, qui fonce dans les combats tête baissée. Elle est a priori un peu plus intelligente que la moyenne des Yop, parce qu'elle tient quand même d'Évangéline, mais voilà, ça reste un personnage qui, qui, qui est tout le temps là et qu'on a du mal à éviter. Et en fait, il explique bah, que, voilà, que tout le monde est exceptionnel dans sa famille, même ses parents, ce sont des héros et autres. Et, euh, et du coup, bah, lui, il en a marre en fait de cette place un petit peu en retrait. Alors attention, il n'y a rien de mal à ne pas avoir de talent ou à ne pas briller particulièrement. Maintenant, c'est quelque chose qui peut être très très dur à vivre. Et je comprends totalement Flo par là-dessus. Donc, et du coup, bah, il veut que son grand-père lui apprenne tout ce qu'il sait. Et ensuite que de lui-même, il choisira la personne qu'il veut être. Et je trouve ça, c'est beau, c'est mignon, franchement. Puis la relation grand-père-petit-fils peut amener des trucs vachement sympas et peut servir de médiation pour potentiellement rallier Evangeline à leur cause. Je pense justement, c'est de ça que je voulais parler également, je pense que c'est ce que nous dit cet homme qu'il est capable d'entendre. Je pense que ça revient au pouvoir qu'a Evangeline, qu'on a vu plusieurs fois déjà, où en gros elle est capable de voir à de très grandes distances si elle se confond. Je pense que les deux doivent être liés, je pense. Donc voilà, et c'est du coup, donc la famille de Flopin est au courant que Flopin est parti. Il a expliqué pourquoi. Apparemment, Evangeline part à sa recherche. Evangeline, de toute façon, dès qu'il y a quelqu'un qui est pas là, elle y va, il n'y a pas de problème. Donc on verra bien où ça nous mène tout ça. De l'autre côté, du coup, on a Hugo qui vient. On a Hugo comment dire, qui renoue avec Kadamaï. Donc il rencontre également Lance Dur. Bonjour. Et voilà, et il vient voir Adamaï qui lui explique un petit peu ce qui s'est passé, ce qu'il a vu, ce qu'il a compris. Et ensemble, ils retournent auprès de leur mère, de la grande déesse, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer d'empêcher ce qui est en train de se passer. Visiblement, on a quand même confirmation, le dragon qu'on a vu, c'était Frim. Clairement, parce qu'il y a tout un truc de... euh, il est supputé que les autres dieux ont banni la déesse Héliatrope dans le monde, dans le nécromonde, du coup, dans l'espoir, d'un côté, de l'empêcher d'avoir trop de pouvoir, mais également pas de ramener à la vie, mais de sauver un petit peu leur sujet, puisque ce qu'on comprend globalement, c'est que les Necrones sont très probablement des gens du monde des 12, mais qui ont perdu leur Waku d'une manière ou d'une autre. Et notamment, on nous explique qu'il y a vraiment toute une civilisation, tout un monde dans le Necromonde, mais qu'il s'est visiblement passé quelque chose, puisque c'est complètement ravagé de partout. Et notamment, on nous explique que leur chef, qui est leur roi, leur héros, donc s'appelle bien effectivement Tauros quelque chose, et qu'en gros, semblerait-il que c'est le premier à avoir trouvé les Dofus primordiaux. Alors, il faut faire la différence entre les Dofus primordiaux et les Dofus héliatropes. Les Dofus héliatropes, c'est les Dofus qui sont liés à Hugo et à leur frère dragon. C'est
notamment les Dofus que cherchait Kilby en saison 2, là où les Dofus primordiaux, ce sont les Dofus qui a récupéré Ogress, et qui du coup lui ont donné cette puissance énorme. Il me semble que je crois que les Dofus héliotropes viennent tous du grand dragon, mais que les Dofus primordiaux viennent de dragons qui ont été envoûtés par les poupées du roi Sadida. Ce qui a donné... il n'y en a que 6 qui ont été charmés en fait, et notamment Datura était une de ces poupées. Donc, grosse question du coup, donc c'était le premier à avoir trouvé les Dofus primordiaux. Comment, pourquoi, dans quel contexte, je serais très curieuse d'en apprendre davantage. Puisque autant on savait que les Dofus héliotropes avaient été récupérés en fin de... après les OAV, donc ils avaient été récupérés par la confrérie, et plus tard c'était Adabai qui les avait récupérés. On ne sait pas trop ce qu'il en a fait, mais a priori ils sont toujours en sa possession, ils les avaient récupérés dans l'épisode dernier. Les Dofus primordiaux par contre, à la fin des OAV, donc Ogress les avait reconfiés au dragon. Et du coup, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? On ne sait pas. J'ai pas l'impression que Tauros les a là. Donc quel est le lien entre les deux? Je ne sais pas. Mais c'est intéressant. Et donc du coup, voilà, ils discutent un petit peu de tout ça. La grande déesse, elle est en mode, franchement, ça me plaît pas du tout ça. Faudrait qu'on s'en aille. C'est pas foufou. Mais du coup, Kilby lui dit, bah écoutez, mère, c'est bien gentil, mais s'ils sont capables d'ouvrir des portails, ils nous retrouveront quoi qu'il arrive. D'où la supputation que le portail qu'a vu Adamaï, et qui en a probablement un chez Sadida également, seraient des portails héliotropes. Et là, ça pose la grosse question de si c'est des portails héliotropes, qui les a ouverts? Parce que Kilby, forcément, on soupçonne forcément Kilby tout de suite, de par ce qu'il avait déjà fait, mais je pense pas. Je pense que Kilby, là, il a été sorti de sa dimension blanche, il a retrouvé les siens. Je pense pas, j'espère vraiment pas que c'est Kilby qui est en train de trahir, entre guillemets, les héliotropes, parce que il a déjà été méchant, il peut peut-être avoir sa rédemption quand même, parce qu'il est toujours bien de l'avoir de son côté, quoi. Donc je pense pas que ce soit Kilby. Je pense pas que ce soit Hugo, ça m'étonnerait très fortement. Je pense pas nécessairement que ce soit Nora, même si ce serait pas déconnant qu'elle ait ouvert des portails pour récupérer Ephraim, mais elle a l'air particulièrement choquée d'apprendre, parce qu'à la toute fin du coup de l'épisode, il voit des portails, et ça effectivement, ça a tout l'air d'être des portails à la trappe. A priori, ça peut pas être Chibi, parce qu'il est trop petit, il est dans son coin. D'ailleurs, tout le monde a l'air mais d'avoir oublié Chibi. C'est un truc de fou. Ce qui pose d'autres questions. Parce que on sait qu'Adama a récupéré les Dofus héliotropes. Et on sait que la plupart sont morts, globalement. Fairy était mort en saison 2, si je ne me trompe pas. Donc il a dû regagner son Dofus. Donc est-ce qu'il est dans le Dofus qu'utilise Adama? On ne sait pas. Pareil pour Balthazar. Parce que la déesse Héliatrope, elle a récupéré les enfants. Ok, c'est cool, mais il y avait Balthazar avec eux. Et Balthazar, on l'a pas vu. Je doute qu'il soit resté dans les dimensions des brumes tout seul. Donc qu'est-il arrivé à Balthazar? Bonne question. Donc c'est compliqué de savoir qui peut... En tout cas, si c'est un héliatrope, si c'est un des 6 héliatropes primordiaux, si on peut dire ça comme ça, les 6 premiers-nés, Hugo, j'en doute très fortement, Nora, j'en doute très fortement, Kilby, j'ai absolument pas envie que ce soit Kilby, Mina, on n'en a pas entendu parler, Glip, on n'en a pas entendu parler, il me manque quelqu'un, et ça peut pas être Chibi. A priori, c'est pas Chibi, donc soit c'est un des deux héliatropes qu'on n'a pas encore revu, mais a priori depuis le temps ils auraient dû éclore. Enfin, très compliqué au niveau des héliotropes de comprendre qui est où, qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe. Maintenant, mon autre théorie perso, et je suis plutôt d'accord avec les suspicions des différents rois et reines du monde des 12, c'est quand même vachement louche que la grande déesse elle est en mode non mais on va gérer, vous inquiétez pas. Non, ça vous plaît pas? Ah bah ça alors, quelques jours plus tard, il y a des Décrums qui débarquent. Alors, elle a l'air complètement paniquée et complètement traumatisée, donc je pense pas forcément que ce soit elle.
Mais on m'ôtera pas de l'idée quand même que la coïncidence est quand même vachement fortuite, de un, et de deux, enfin, ce serait bien dans la veine de Kilby, puisque j'ai déjà dit que Kilby ressemble beaucoup à la grande déesse en termes de caractère, de motivation ou autre. Ça ne me surprendrait même pas qu'elle joue le double jeu, hein. Parce que, encore une fois, quand on regarde les yeux qui sont dans le ciel de partout, là, moi, ça m'évoque pas quelque chose de positif, quelque chose de sympathique, hein. Je comprends même pas comment est-ce que le lien peut se faire et que tout le monde trouve ça normal. Ça n'est pas du tout, au niveau de l'imagerie, ça ne colle pas. Donc, je sais pas ce qui se passe. Donc ouais, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas qui est responsable de l'apparition des nécrobes. Donc voilà. Suite à ça, donc Hugo va prévenir un petit peu les différents rois et reines du monde des doses. Disons que plus ils parlent, plus ils sont là. Non mais vous êtes une menace, c'est pas possible. Il y a des trucs qui collent pas. Pourquoi est-ce qu'on devrait vous faire confiance? Et étonnamment, c'est Armand qui est le plus à l'écoute de Hugo. Il lui dit bah écoute, mon père te faisait confiance, ma sœur te fait confiance. Malgré tous les petits trucs bizarres qui se passent, écoute, je vais choisir de te faire confiance. Maintenant, s'il s'avère qu'il y a quelque chose de louche dans ton peuple, malheureusement, Hugo, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Donc, franchement, Armand est vraiment un personnage que j'aime beaucoup dans cette série. Et on notera d'ailleurs que sa femme est revenue. Sa femme est de nouveau à ses côtés, donc intéressant à noter, c'est que ça doit aller mieux, du coup, je pense, dans son royaume. Et du coup, l'épisode se termine dans le Nécromonde, donc on voit pleinement Tauros. Alors en action, pas vraiment, parce qu'à part se lever de son trône, il fait pas grand-chose. Mais en gros, donc, le dragon, l'espèce de créature draconique qu'on avait vue dans l'épisode dernier, qui mangeait la barrière de corail, euh, arrive dans le nécromonde, et en fait, balance l'énergie qu'il a récupérée sur Tauros, et ça, pendant un bref instant, ça redonne une apparence normale au nécromonde, en tout cas le peu qu'il arrive à toucher, et Tauros se nourrit de cette énergie. Donc voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. Il y a juste Tauros qui dit le nom du dragon et qui dit mon vieil ennemi, machin et tout. Donc un dragon, alors attention, les dragons c'est pas forcément soit des dragons héliotropes, soit des dragons primordiaux, il y a plein de dragons. Ça, il reste rare, mais... Ah. Donc un ancien ennemi de Tauros. Est-ce que c'est lui qui aurait attaqué ce qui est devenu le Nécromonde? Pour l'instant, on manque de lore pour comprendre ce qui se passe. Et on arrive sur la fin de saison, mine de rien, on est épisode 8 la semaine prochaine. Donc il va falloir commencer à répondre à des trucs, je trouve. Et donc voilà, et en gros, bah, visiblement, Tauros, ça y est, il est prêt à attaquer le monde des doses pour se nourrir et pour récupérer du Wakfu. Voilà comment se termine l'épisode. Donc, ouais, un petit épisode vachement sympa. Ce qui était. J'aime bien au niveau du complot, un petit peu essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et tout. C'est plutôt sympa. Bon, d'Évangéline va vraiment pas je sais pas vraiment où ils veulent aller avec tout ça. Visiblement, c'est pour développer le personnage de Flopin, je suis vraiment pas contre. Mais c'est vrai que ça fait très détaché de ce qui se passe autrement. Et je trouve que ça prend un peu trop de place par rapport au reste. C'est toujours cool hein, de voir la famille de Tristopin. Mais c'est vrai que pour ce qu'ils en montrent, franchement, je trouve qu'ils perdent un petit peu du temps sur sur des conneries. Voilà, je suis pas sûre que ce soit forcément nécessaire. J'aurais presque préféré qu'on accorde plus de temps au reste de l'histoire, tu vois, par exemple. Et la relation Amalia et Hugo est globalement au point mort également. Il se passe pas grand chose non plus. Donc bon. Donc voilà, c'est à peu près tout pour moi. Donc on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 8 de la saison 4 de Wakfu. Portez-vous bien. Bye.